Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La démocratie belge est-elle en danger? Montée des populismes, gouvernement de plus en plus difficile à former, tentation séparatiste, abstention, vote blanc. Les élections 2024 pourraient-elles servir de crash test à notre système politique qui n'est pas au mieux de sa forme? Alors la situation est-elle vraiment inquiétante? Quelles seraient les actions à entreprendre pour relancer la démocratie et garantir sa pérennité? Faut-il envisager une réforme de l'État, une réforme du mode de scrutin? Comment peut-on rendre la politique plus désirable? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et nous recevons Caroline Sagesser. Bonsoir. Vous êtes chargée de recherche au CRISP. Le CRISP, c'est le Centre de recherche d'information sociopolitique. Et Anne-Emmanuelle Bourgault, vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'ULB et à l'Université de Mons. Merci à toutes les deux d'être présentes. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir, un premier témoignage. On va écouter Laurent Reichardt. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'un des candidats du parti Blanco qui prévoit de se présenter aux prochaines élections législatives. Un parti qui veut faire élire des députés pour qu'ils ne participent pas au débat, sauf quand il s'agira de comptabiliser les votes blancs. On écoute Laurent Reichardt. Le constat qu'a lancé Blanco, ce sont les résultats des élections 2019, où on a 12% de personnes qui ne vont plus voter, et il y a 5% de personnes qui votent blanc, qui votent nul. Qu'exprime-t-elle réellement? Si c'est un soutien des partis élus, si c'est un soutien des votes valables, aucun problème. Mais une partie dans ce 1,4 million d'électeurs belges veut signifier qu'aucun parti, en fait, ne mérite leur voix. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un nombre grandissant d'électeurs se détachent, se désintéressent de la politique, alors qu'on estime, nous, important, tous les 5 ans, d'exprimer son avis. Il n'est pas question de bloquer un système. Si on n'était pas là en cas de quorum insuffisant, on serait associé à une opposition active. Donc vous siégerez? On siégera, clairement, on sera là présent lors des votes pour nous abstenir. Alors, Caroline Sagesser, près d'1 million d'électeurs belges qui s'abstiennent, qui ne vont donc pas voter. Près de 500 000 qui votent blanc, c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas? Oui, c'est le symptôme d'une désaffection vis-à-vis de la démocratie, parce que c'est un nombre quand même très important de personnes qui n'expriment pas leur vote, dans un contexte où le vote est toujours obligatoire. Nous aurons en octobre le premier scrutin où le vote ne sera plus obligatoire, les communales, les provinciales en Flandre. Oui, en Flandre, pas pour le reste du pays. Monter un parti qui appelle à ne pas voter blanc, mais appelle à voter pour des listes qui vont représenter les électeurs qui pensent blanc, entre guillemets. Ça vous semble une démarche cohérente? L'idée que ces électeurs seraient représentés dans l'hémicycle par des députés qui ne prendraient pas part au débat? Je crois que c'est une démarche intéressante dans la mesure où ça permet de donner de la visibilité à ce rejet du politique. Maintenant, au-delà, d'abord, je ne suis absolument pas persuadé que c'est une initiative qui sera couronnée de succès, mais ensuite, j'ai un peu de difficulté à voir véritablement la cohérence de cette position, parce qu'à partir du moment où vous occupez des sièges, vous les confisquez quelque part par rapport à la décision politique, vous rendez la constitution de majorité plus compliquée, donc ça ne me paraît pas participer d'un exercice sain de la démocratie. Alors, je vais me tourner vers Anne-Emmanuelle Bourgault. La déconnexion entre l'offre politique et une partie des électeurs, voire une forme de désamour, c'est quelque chose que vous constatez aussi ou pas? Oui, mais alors on le constate dans toutes les études. Et alors, moi je le constate aussi chez les jeunes, c'est compliqué, puisque en tant que professeur, je côtoie forcément chaque année des jeunes de 20 ans. Et c'est difficile de les faire adhérer au système. Mais pour revenir sur l'initiative de Blanco, j'ai l'impression qu'il y a une forme de paradoxe parce que, si vous voulez, on doit s'attacher évidemment à essayer de comprendre et résoudre les raisons qui font que les gens n'ont plus comme une seule option l'abstention. Et là où j'ai un peu peur, même si alors déjà qu'il y ait une initiative citoyenne, moi, je trouve ça toujours positif et il faut souligner comme la Belgique devient une forme de laboratoire d'initiatives citoyennes en tous sens. Mais après, ce genre d'initiative ne s'attaque pas aux causes de l'abstention. D'une certaine manière, ça l'institutionnalise, ça offre aux abstenants une voie pour ne pas se poser la question de savoir pourquoi ils s'abstiennent. Et donc, il y en a d'autres d'ailleurs. Certains proposent du tirage au sort, des élus qui seraient tirés au sort, qui correspondraient au nombre de votes de l'abstention. Plus fondamentalement, il faut savoir pourquoi les gens s'abstiennent. C'est à ces causes-là, à mon avis, qu'il faut s'attacher. Ouais, on a évoqué, j'ai évoqué dans l'introduction la montée des populismes, le vote vers les extrêmes, les difficultés qu'on aura
peut-être à former des gouvernements, peut-être au niveau fédéral plus qu'ailleurs. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut dire notre démocratie, elle est peut-être en danger? Ou est-ce que je force le trait en posant cette question, Caroline Sagesser? Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Donc, on sait qu'il y a un essoufflement de la démocratie représentative dans beaucoup de pays. Je crois qu'en Belgique, le danger est peut-être plus grand qu'ailleurs parce que nous avons d'autres handicaps qui viennent s'ajouter à cet essoufflement. Nous avons un système institutionnel extrêmement complexe. Nous avons un système de représentation proportionnelle qui fait que l'électeur est très souvent déçu par le gouvernement qui se met en place, par le programme de gouvernement, parce que c'est éloigné du programme pour lequel il a voté. Nous avons une particratie très forte, ce qui fait que finalement, le rôle des partis et des présidents de partis est souvent très important dans le choix des candidats qui vont siéger. Donc je crois qu'il y a des handicaps complémentaires en Belgique et qu'il conviendrait de tenter de les réduire. Oui, Sonil Toxin, il faut le faire aujourd'hui avec Emmanuel Bourgault. C'est absolument certain. Vous savez, nous, chez les constitutionnalistes, en 2019, on avait déjà fait, et ça c'est assez rare que pour être souligné, tout un colloque où on proposait des réformes constitutionnelles. Et c'est rare parce qu'en général, les constitutionnalistes, vous savez, c'est les plus conservateurs. On ne touche pas à cette vieille dame qu'à la Constitution. On ne touche pas à la Constitution, exactement. Et à cette époque-là, je m'étais déjà dit, waouh, c'est pas mal. En fait, on est dans un pays où les constitutionnalistes sont plus demandeurs et plus progressistes que le monde politique lui-même. Parce que c'était en 2019. On est maintenant en 2024 et franchement, en matière constitutionnelle, quasi rien. Donc oui, il faut bouger les choses. Il est temps de bouger, c'est certain. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse sur un point en particulier, c'est la montée des partis qu'on va qualifier de populistes et les offres radicales. En Italie, on a vu l'élection de Giorgia Meloni. Aux Pays-Bas, la première place de Geert Wilders. En France, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'on doit craindre une victoire du Vlaams Belang en Belgique? Et si oui, quelles conséquences ça pourrait avoir sur notre vie politique, Caroline Sagesser? C'est le blocage assuré ou pas? C'est un blocage, en tout cas temporaire, à mon avis. Donc oui, il faut redouter cette victoire. Les sondages nous indiquent que le Vlaams Belang a une avance assez confortable en Flandre. Et donc, il va y avoir une conséquence en cascade. Parce que nous nous réjouissons, et à bon droit, de ne pas avoir une extrême droite significative dans la partie francophone du pays, mais nous allons être dépendants, voire même otages du résultat en Flandre, parce que si le Belang est la première formation politique au nord du pays, il entamera les négociations pour former un gouvernement flamand. Alors peut-être que son partenaire, premier partenaire potentiel, la NVA, tardera à refuser cette alliance, à fermer toute perspective, parce que justement cette année nous avons un calendrier compliqué, avec un premier scrutin en juin et un autre en octobre. Donc les communales, en octobre. Les communales, les provinciales. Il faut craindre que dans cette configuration, il y ait un blocage au niveau régional flamand et que ça débouche sur un blocage au niveau fédéral parce que les autres partis, en particulier au moins les partis francophones, attendront de voir si la NVA s'allie ou non au Vlaams Belang pour décider ou pas d'ouvrir des négociations avec elle. Donc je redoute vraiment un effet en cascade et un très long blocage au niveau fédéral. Oui, le Belang d'un côté, la NVA, qui aujourd'hui est deuxième partie dans les sondages, PTB, PVDA de l'autre. Si on additionne l'ensemble de ces partis, en termes d'intention de vote, ce que disent les sondages pour l'instant, ça confirmerait une Belgique quasiment ingouvernable ou pas? Ingouvernable, je ne sais pas, mais ça ne va pas faciliter la formation d'un gouvernement. Il faut trouver 76 députés sur 150. Voilà, et j'ajouterais que dans la perspective d'une réforme de l'État, il faut aussi pouvoir trouver une majorité des 2/3 au Parlement. Et donc, ce n'est pas le cas maintenant. Les sondages ne nous l'annoncent pas, mais je vois pointer quelque part le spectre d'un moment où le Belang et le PTB, ensemble, pourraient atteindre 50 sièges à la Chambre, ce qui bloquerait quelque part toute possibilité de réforme institutionnelle. Alors, il y a réforme institutionnelle. Il y a avant la réforme institutionnelle l'idée de déjà constituer une majorité pour avoir un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe en cas de paralysie à Emmanuel Bourgault? On doit repasser par la case élection ou il y a d'autres solutions avant? Le droit, ça c'est la bonne nouvelle, est bien trop, aime trop la sécurité que pour envisager la paralysie. Vous savez, quand on a eu, d'ailleurs en Belgique ce ne serait pas la première fois, quand on ne parvient pas à constituer un gouvernement, le dernier reste pour gérer les affaires courantes, donc en sorte telle que l'État n'est pas complètement paralysé. Et en plus, on a déjà un no-ho, si je puis dire, on devient un peu le... On a déjà eu 541 jours de crise. Oui, mais par la suite aussi, quand déjà Charles Michel s'est envolé vers d'autres cieux plus prometteurs, le gouvernement de Michel est resté en affaires courantes et Sophie Wilmès a dû monter, rappelons-nous, pour faire face à la crise Covid. On était encore avec un gouvernement en affaires courantes. Mais donc, le danger, c'est pas tant la paralysie, à mon avis, que du système institutionnel, parce que le droit a des recettes pour cela. Le danger, à mon avis, c'est qu'on reporte
sempiternellement les changements et les réformes. Parce que, vous l'avez dit, d'ailleurs, on a à la fois ces réformes, ces problèmes communautaires, cette crise institutionnelle, ces crises communautaires qui nous pendent au nez depuis des années, et par ailleurs cette crise de la démocratie. Et au fond, ça concourt à la même chose, à réformer les institutions. Le problème, je pense, en Belgique, c'est que on a tellement peur de réformer qu'on reste dans un statu quo intenable. Or, de plus en plus, je pense que soit on va avancer dans la démocratie, soit on va reculer dans la démocratie. Mais cette espèce de statu quo où on ne change pas les choses, on constate d'année en année que les problèmes communautaires sont de plus en plus profonds, les problèmes, le décrochage démocratique est de plus en plus profond sans changer. Ça, ce n'est plus possible. Alors, on va s'intéresser un petit peu aux initiatives qui permettent peut-être de revivifier notre démocratie. On va s'arrêter un instant, 2 minutes si vous voulez, bien sur les commissions délibératives qui ont été mises en place à Bruxelles avec des citoyens tirés au sort qui siègent aux côtés de parlementaires. On a eu des commissions participatives sur la 5G, sur le bruit, sur le sans-abrisme, sur la biodiversité par exemple. Elles ont émis une série de recommandations. Je vous propose d'écouter le bilan qu'en tire une parlementaire, Céline Frémaux, députée bruxelloise et chef de groupe pour les engagés. Les engagés ont soutenu le texte sur la commission délibérative depuis l'opposition, parce que c'est nos convictions profondes. Dans les faits, et pouvoir avoir assisté aux commissions délibératives, l'outil est vraiment perfectible. Il y a une nécessité vraiment d'analyser ce qui a été les plus, les moins. Les coûts sont énormes. Et puis, en fait, on en vient à la question... Mais je n'ai pas un problème sur la lourdeur de l'outil. Ce que je veux, c'est que l'outil soit efficace. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? En réalité, si on fait une commission délibérative sur le sans-abrisme et le logement, moi, ce que je veux savoir, c'est les recommandations qui ont été formulées. Comment est-ce qu'elles ont été traduites ? Par qui ? Par l'exécutif ? Par le législatif. Et là, il y a un flou. Théoriquement, il y a un suivi qui est prévu. Théoriquement, il y a un suivi. Oui, mais le suivi est très faible. Alors, Anne-Emmanuelle Bourgault, elles ont marché, elles n'ont pas marché, ces commissions délibératives. Vous nous aviez dit une fois sur ce plateau, c'est un premier pas, c'est une expérience intéressante. Ah oui, moi je suis absolument convaincue que la voie du tirage au sort est une bonne idée pour un peu dynamiser et démocratiser plus avant le gouvernement représentatif. Alors le problème, encore une fois, c'est que les entités fédérées, elles font comme elles peuvent. Ça a noté d'ailleurs que la région Wallonne s'y met aussi maintenant. Il y a la première commission délibérative qui est en cours pour le moment. Mais donc les entités fédérées, parce qu'elles sont bloquées, si vous voulez, par une répartition des compétences très techniques, elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Pas faire de référendum, par exemple. Là, c'est compliqué. Pas faire de référendum, mais même en matière de commission délibérative, si vous voulez, on est un peu condamné à la gratitude vis-à-vis des citoyens, parce qu'on a un État fédéral qui est bloqué et qui ne veut pas avancer ni dans la démocratisation, ni dans les réformes de l'État institutionnel technique, si je puis dire. Et puis on a des entités fédérées qui sont de meilleure composition, qui ont envie de modéliser leur agora de manière différente, qui ont des idées, mais elles sont rattrapées par le communautaire parce qu'elles n'ont pas les compétences de faire ce qu'elles veulent. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il faudra. En fait, parfois, vous savez, je me dis, mais qu'est-ce qui va devoir arriver pour que les politiques comprennent qu'on ne peut plus rester au statu quo ? Il faut avancer, ou sinon, et ça on le voit, la montée de l'extrême droite le montre, les chiffres du désamour le montrent, ça sera moins de démocratie ou plus de démocratie. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est l'État fédéral qui bloque. À différents égards, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anne-Emmanuelle Bourgault à propos de ces commissions participatives. Alors d'une part, je crois que ça peut très bien fonctionner. En communauté germanophone, l'Assemblée citoyenne fonctionne vraiment bien. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien, c'est parce que l'échelle de l'entité fédérée est plus petite. Il y a 50 000 germanophones, voilà, c'est pas la même chose. Un peu plus, mais ces nouveaux mécanismes de démocratie fonctionnent mieux à une échelle un peu plus réduite. Sinon, nous avons le risque d'une grande frustration des citoyens. Il y a des commissions participatives délibératives. D'une part, leurs recommandations ne sont pas forcément prises en compte par le politique. D'autre part, ce sont des mécanismes qui ne sont pas efficaces pour vraiment régénérer la démocratie auprès de l'ensemble des citoyens qui ne sont pas concernés. Donc moi, je suis très frappée par l'énergie, l'enthousiasme que nous avons vis-à-vis de ces nouveaux mécanismes, alors qu'il y a quand même des choses à faire, au niveau notamment de l'éthique de la vie politique, pour redonner confiance dans la démocratie représentative. Essayons de mettre un peu d'ordre dans les mécanismes existants. Pour ces commissions libératives à Bruxelles, il faut 1 millier de signatures pour obtenir que l'une d'entre elles soit mise en place. Mais on a quand même vu qu'il y avait un petit peu de tri, qu'il y avait un encadrement de la part des partis politiques sur ce qui était demandé par les citoyens. La prochaine étape, c'est quoi ? Ce sont des débats qui pourraient réellement échapper à notre système particratique ? C'est possible, ça, ou pas ?
Alors, pour ça, pour être sûr qu'on ne le taxe pas d'inconstitutionnalité, il faudrait réviser la Constitution et surtout créer de nouveaux droits politiques. Parce qu'encore une fois, on peut critiquer ces commissions délibératives. Moi, je pense que ce n'est pas que ça qu'il faut faire. Mais il faut bien voir que c'est le carcan constitutionnel actuel qui fait aussi... Comme je le disais, c'est une prime à l'ingratitude parce que dès le moment où on ne crée pas des droits politiques et notamment qu'on ne garantit pas à ses citoyens d'avoir une réelle place dans la procédure, forcément, en fait, si vous voulez, qu'après on va pouvoir critiquer en disant ça va pas trop loin, on ne fait pas le suivi, ce n'est pas traduit de propositions concrètes. Donc, encore une fois, il y a plein d'idées sur la table. Le tirage au sort n'est pas la seule. Moi, je suis d'accord avec ma collègue parce que le tirage au sort, ça reste de la représentation d'une certaine manière. Donc, ça permet pas à tous de s'exprimer. Personnellement, je suis vraiment très favorable au référendum. Mais pour tout ça, et pour que ça ne soit pas des broles ou des gadgets, il faut absolument prévoir ça, des nouveaux droits politiques dans la Constitution pour promettre mieux, en fait, et faire rêver. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à quelques pistes pour essayer d'améliorer notre système, si c'est possible. J'aimerais donc vous entendre un petit peu sur les solutions, pas que sur les constats. Anne Bourgault disait on a un système très particratique, donc un petit peu, ou c'était vous peut-être, un petit peu confisqué par les partis et par un poids prédominant des présidents de partis. Comment on fait pour lutter contre ça, Caroline Sagacé? Est-ce qu'on doit modifier notre mode de scrutin? Est-ce qu'on doit renoncer à la proportionnelle de manière à avoir des parlements qui penchent plus facilement ou plus clairement d'un côté ou de l'autre et avoir moins cet esprit de compromis permanent? C'est quoi les pistes? La proportionnelle a un grand avantage, c'est quand même de permettre une représentation assez équitable des différentes opinions de la population. Ouais. Mais moi, je crois qu'il y a une... Mais est-ce que c'est gouvernable? Si je ne me trompe pas, il y a 11 groupes aujourd'hui à la Chambre, il y en a 14 au Parlement bruxellois. Ça devient compliqué de faire des majorités. Des regroupements pourraient effectivement être utiles et une réforme du mode de constitution du gouvernement fédéral. Mais ça, c'est une question particulière. Moi, je crois qu'il y a de l'espace pour démocratiser le fonctionnement des partis politiques. Alors, tous ne fonctionnent pas de la même façon. Certains sont plus démocratiques que d'autres. Mais je crois que dans beaucoup de formations politiques, il y a un pouvoir trop important qui est donné au président, notamment dans la constitution des listes. On est en ce moment en plein dans la constitution des listes. On voit des présidents de partis qui sortent des chapeaux blancs, des lapins blancs de leur chapeau. Ouais. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas au moins une participation réelle des militants de ce parti, un système de primaires. Tiens, aujourd'hui, ce sont les primaires dans l'Iowa. Nous n'avons pas de primaires, sauf effectivement chez Écolo, où il y a une validation par l'Assemblée générale. Mais c'est un peu dommage, c'est une des pistes. Et puis, on a beaucoup parlé, par exemple, d'argent durant cette législature. On a parlé des pensions complémentaires des députés, des dépenses du Parlement wallon. On a parlé du financement des partis. Et vraiment, peu de choses ont bougé. Donc, je crois qu'il y a un espace tout de même pour être attentif à la dimension éthique de la vie politique traditionnelle, je veux dire. Des primaires, ça c'est une bonne idée, En tout cas, démocratiser la manière dont est sélectionné candidat, c'est absolument nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue parce qu'on a le spectacle actuellement de ce qui se passe aux États-Unis avec les primaires et Donald Trump. Mais en fait, là, c'est une forme de leçon de démocratie parce que la procédure, quoique complexe, est beaucoup plus démocratique que chez nous. Et plus généralement, en fait, vous savez, je pense qu'il faudrait quitter une vision technico-technique ennuyeuse de la réforme de l'État. En Belgique, en général, quand il y a une réforme de l'État, comment ça se passe? C'est par épuisement des négociateurs dans des châteaux jusqu'aux petites heures de la nuit, de manière extrêmement opaque et de manière extrêmement fermée. Et le sujet aussi, en général, est très technico-technique, puisqu'on va parler de BHV. Et on nous avait annoncé une grande réflexion sur une réforme de l'État et sur les équilibres communautaires pendant cette législature. On ne l'a pas vu. Non, et rappelez-vous qu'on a fait une consultation. Internet avec une consultation en citoyenne, ligne dont on attend les résultats. Mais il faudrait en passer à, j'appelle ça la réforme de l'État citoyenne, qui serait citoyenne à la fois sur son contenu, c'est-à-dire quitter cette vision ennuyeuse et technique de la réforme de l'État pour en venir aux réformes des institutions, que ça soit approfondir la démocratie, améliorer notre fédéralisme ou améliorer la démocratie représentative telle qu'elle existe, mais qui soit citoyenne aussi dans la manière dont on l'a fait. Il faut ouvrir le débat. Ça, je suis absolument persuadée qu'impliquer les citoyens dans la prochaine réforme de l'État est une nécessité. La proportionnelle, on garde pas le scrutin proportionnel. Est-ce qu'on doit modifier notre mode de scrutin? Écoutez, moi, je ne pense pas que c'est sur cet enjeu-là, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à la proportionnelle et au scrutin majoritaire, je ne pense pas que c'est là
que se met les enjeux. Par contre, la réglementation des partis politiques, l'éthique en politique et revaloriser le rôle des parlementaires, parce que, vous savez, dire aux jeunes de 20 ans, allez voter, c'est important, et puis qu'ils constatent qu'en fait, les parlementaires qu'ils ont élus n'ont pas de pouvoir, c'est quand même très difficile comme argumentation. Ouais. Est-ce qu'il faut une circonscription fédérale pour renforcer le niveau fédéral? Est-ce qu'il faut, c'était une proposition avancée par les deux partis verts lors d'un congrès ce week-end, établir aussi une hiérarchie des normes? Dit aujourd'hui clairement, demain, en Belgique, s'il y a un conflit entre les régions, les communautés et l'État fédéral, c'est l'État fédéral à la fin qui l'emporte. Est-ce que ça, c'est des pistes qu'on doit étudier? Sur la première question, je crois qu'il est inutile de se la poser. Parce qu'une circonscription fédérale voudrait dire créer une scène politique fédérale et donc débattre entre partis du Nord et du Sud. Or, nous n'avons pas la même attitude au Nord et au Sud vis-à-vis du Vlaams-Belang. Donc, nous n'aurons jamais un Cordon débat. sanitaire d'un côté Voilà, et pas de l'autre. Exactement. Nous n'aurons pas un débat au niveau fédéral. Donc abandonnons la piste, même si elle peut être intéressante à certains égards. Moi, je lui préférerais une idée beaucoup plus radicale qui serait de dire on réserve la dévolution des sièges de la Chambre aux partis qui ont des élus dans au moins 2 régions. Parce que nous sommes, à ma connaissance, le seul pays au monde... Donc le retour des familles politiques, quelque voilà, part. Nous sommes le seul pays au monde à ne pas avoir de partis nationaux, de ne pas avoir un parti... Les partis n'ont pas de plateforme fédérale et donc ne réalisent pas en leur sein la synthèse des aspirations des différentes régions du pays. Et donc forcément, les négociations sont longues parce que vous avez l'axe gauche-droite et vous avez l'axe nord-sud. C'est ça qui vient vraiment compliquer notre situation politique. Et vous pensez que les partis politiques sont prêts à avoir l'idée de famille politique comme autrefois? Le PTB est un parti national et que le Groen viennent ensemble d'adopter un programme de réforme institutionnelle. Il faut que les autres suivent. Donc voilà, je dirais que ça pourrait être une piste extrêmement prometteuse. Alors sur la question, la deuxième question que vous me posiez, qui était je pense qu'il n'y avait pas de deuxième question. Si, en fait. on aura la circonscription fédérale et puis les propositions... Non, je pense que vous avez répondu à la deuxième axe à la question. Emmanuel Bourgault, la circonscription fédérale et la hiérarchie des normes, parce que c'était ça la deuxième question. Un petit moment sur la hiérarchie des normes, pas forcément une hiérarchie, mais un mécanisme de collaboration plus efficace. Voilà, c'est tout. Alors sur la hiérarchie des normes, peut-être, écoutez, moi j'ai un peu l'impression que ça ne va pas être une vraie solution parce que s'il y a un problème communautaire sur un dossier ou un problème régional, l'État fédéral, quand il décide, il doit aussi trouver un consensus entre francophones et néerlandophones. Donc je ne suis pas sûre que ça va être une solution. Par contre, c'est vrai que travailler encore une fois sur l'architecture du fédéralisme belge, le rendre plus simple, résoudre, je crois qu'à un moment donné, vraiment, ce fédéralisme à double strate qui est devenu incompréhensible pour les citoyens et les citoyennes. Fédéral, les communautés, les absolument, régions. Oui, absolument. Et peut-être passer à un système où on revoit la hiérarchie de normes, mais encore une fois, que ce soit d'ailleurs la circonscription fédérale ou le scrutin majoritaire, vous voyez, j'ai pas tant l'impression que c'est dans les modalités d'élection que dans le rapport qui se noue entre citoyens et gouvernants ou entre électeurs et élus, entre 2 scrutins que les choses se nouent. Parce que on constate, et certainement chez les jeunes, ça veut dire aux jeunes, en fait, vous allez les désigner là pour 5 ans, et puis madame, il se passe quoi? En fait, il ne se passe rien. C'est de plus en plus compliqué, vu la nouvelle génération et le rapport au temps qu'ils ont, le rapport à l'implication. Avec les smartphones et tout, exactement, qui va plus vite. Oui, Merci beaucoup, oui. Anne-Emmanuel Bourgault, professeur de droit constitutionnel à l'ULB, l'UC Louvain, et Caroline Sagesser, chargée de recherche. À Lumon, c'est pardon. et Caroline Sagesser au CRISP. Merci à toutes les deux. Demain, on parlera de choses complètement différentes. On parlera de sans-abrisme dans Plus d'actu. Les mesures à prendre pour protéger les sans-abri quand les températures sont négatives et celles qui seraient utiles pour endiguer réellement le phénomène de manière durable. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Nadia Nagy, la coprésidente de Groen. Continuez à bien vous informer et à demain.